WWE Fastlane, le dernier PLE de la WWE qui s'est déroulé cette nuit du côté d'Indianapolis dans l'état de Indiana. Un PLE qui, je ne vous cache pas, me donnait pas beaucoup de hype, surtout qu'à l'annonce de seulement 5 matchs pour 3 heures de show. Putain, à ce moment-là, je me suis dit combien de temps allaient durer les matchs. Pas spoiler alert, le match le plus court du PLE sera à peine de 15 minutes. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que le PLE était plutôt correct. Bon, il est pas bon ou excellent, il est juste correct. Donc si je devais donner une note du PLE, je n'irais pas plus loin que 6, voire même un 7 sur 10. Mais vraiment petit 7 sur 10. Mais bon, j'ai assez parlé. Les résultats de Fastlane 2023, c'est maintenant. Et dans le but de nous donner de hype pour un PLE qui en a cruellement besoin, et la WWE a décidé de démarrer son show avec un match tag team qui va opposer Cody Rhodes et Jey Uso face au Judgment Day. Putain, WWE, vous avez eu une excellente idée de mettre ce match en opener du PLE, car on a droit à un excellent combat entre ces deux équipes, car bien qu'on nous dise que c'est la première fois que Cody Rhodes et Jey Uso sont en équipe, et bah faut pas oublier que ces deux catcheurs ont une expérience dans la division tag team. Que pour rappel, Jey Uso a quand même fait partie de la plus grande équipe de l'histoire de la WWE, les Uso, et Cody Rhodes a également été champion tag team dans sa carrière, notamment avec Drew McIntyre ou encore son frère Goldust. Donc ce qui fait que bien que ce soit la première fois qu'ils sont en équipe, bah pour une première fois ils se débrouillent plutôt bien. Surtout qu'en phase 2, ce n'est pas n'importe qui, ce sont quand même les champions tag team, le Judgment Day. Et bien sûr, comme il faut s'y attendre du côté du Judgment Day, on va avoir plusieurs interventions. Avec dans un premier temps Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui vont intervenir. Franchement, j'adore les interactions entre Rhea Ripley et Jey Uso. Un Jey Uso qui va continuer à chambrer Rhea Ripley. Et franchement, j'adore Jey Uso depuis qu'il est à War. Et bien sûr, on va avoir JD McDonagh qui va également intervenir. Parce que oui, JD McDonagh a toujours cette volonté de rejoindre Judgment Day. Et malgré toutes ces interventions, cela ne suffit pas à permettre à Damien Priest et Finn Balor de remporter le combat. Et là, Rhea Ripley commence à être en panique totale, parce qu'ils essayent tout, des interventions, des coups de maillette, et ça ne suffit pas pour remporter le combat. Et là, on va arriver à la fin du combat où tout va se dérouler à l'extérieur, où le Judgment Day commence à en avoir marre et veulent en terminer une bonne fois pour toutes avec Cody Rhodes. Sauf que malheureusement, JD McDonagh va complètement se rater et va frapper malencontreusement Damien Priest avec la maillette au niveau de la jambe gauche. Donc tout ça va représenter une opportunité à Cody Rhodes qui va sans aucune hésitation porter son Crossroads au niveau de la table des commentateurs sur Damien Priest. Et c'est donc un Damien Priest KO qui va laisser Finn Balor à la merci de Cody Rhodes et de Jey Uso. Et là, Jey Uso et Cody Rhodes vont nous faire une dinguerie puisqu'ils vont faire une prise à 2 sur Finn Balor pour le compte de 3 et ainsi remporter les titres de champion tag team. À la Fastlane commence de la meilleure des manières avec un changement de titre. Et là, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux qui se sont énervés suite à cette victoire par rapport au fait que Jey Uso est un nouveau champion tag team. Alors qu'on sentait que Jey Uso allait s'épanouir avec un run en solo. Bon, personnellement, ça me dérange pas que Jey Uso ait remporté les titres tag team aux côtés de Cody Rhodes, car pour rappel, il s'agit quand même du premier titre tag team que Jey Uso remporte sans avoir comme partenaire son frère Jimmy Uso. Et en plus, Cody Rhodes, c'est son premier titre de champion depuis son retour en 2018, un titre de champion qu'il n'a pu toucher depuis 2015. Et surtout que la storyline est très bien racontée entre Jey Uso, et en plus sa rivalité est très bien racontée entre Jey Uso, Cody Rhodes et le Judgment Day. Donc le fait de voir Cody Rhodes et Jey Uso en équipe ne me dérange absolument pas. Mais par contre il y a quelque chose qui me dérange, WWE. Est-ce que vous venez pas de nous spoiler la fin du PLE en donnant les titres de champion tag team à Cody Rhodes et Jey Uso? Parce que je vous rappelle, on a Damien Priest qui est toujours Mr. Money in the Bank. Et que le main event du PLE concerne le titre de champion du monde poids lourd. Qui plus est défendu dans un Last Man Standing match. Donc est-ce que Damien Priest va cash in sa maillette ce soir à Fastlane? Il faudra attendre le main event. Après avoir assisté à un, si ce n'est le meilleur match de la soirée, et ben là on va directement redescendre parce qu'on va passer au pire match de la soirée. Le match tag team qui va opposer à AWO face au clan composé de Bobby Lashley et des Street Profits. Et la grosse question c'était de savoir qui était ce fameux partenaire mystère qui joindra ses forces aux côtés de Santos Escobar et de Rey Mysterio. Et bah je vous dis mes chers amis Catchatitons, ce sera pas des débuts. Parce que tout porte à croire que le match va commencer par un match handicap 2 contre 3,
car on va voir Rey Mysterio et Santos Escobar rentrer aux côtés de Zelina Vega, puis ça m'étonnerait que ce soit Zelina Vega, la partenaire de Santos Escobar et de Rey Mysterio. Donc on enchaîne directement avec un match 2 contre 3 avec Santos Escobar et Rey Mysterio d'un côté et Bobby Lashley et Street Profits de l'autre. Donc bien qu'au tout début Santos Escobar et Rey Mysterio se dérouillent plutôt bien face à Bobby Lashley et Street Profits, et bah malheureusement l'infériorité numérique va se faire ressentir au bout d'un moment, et c'est donc cette infériorité numérique qui va permettre à Bobby Lashley et Street Profits de retourner la situation à leur avantage, bien que Zelina Vega va intervenir de son côté et porter un Meteora sur Montesford. Et c'est au moment où la tendance s'inverse et que la LWO prend l'avantage que nous allons avoir la musique de Carlito. Et oui, Carlito, c'est ce fameux partenaire mystère de Rey Mysterio et de Santos Escobar. Ah non mais franchement j'étais ultra étonné de voir Carlito débarquer du côté de Fastlane. Non, personnellement je plaisante, je n'étais pas du tout surpris à l'arrivée de Carlito. Et je pense qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas du tout étonnés. Bon, après Carlito, il a une bonne shape, donc il va bien se débrouiller. À quel point il est chaud comme la braise, Carlito va prendre littéralement l'avantage et dominer Bobby Lashley et Street Profits. À quel point il est chaud, c'est même lui qui va donner la victoire à son équipe. Et malheureusement, bah on est sur le schéma assez traditionnel du retour surprise qui va donner la victoire à son équipe. Alors que personnellement, j'étais pour une victoire des Street Profits et de Bobby Lashley. Donc quoi que de mieux qu'une victoire de ce clan fraîchement créé pour donner de la hype autour de ce clan. Et bah malheureusement, à cause de cette défaite, on peut dire que Bobby Lashley et Street Profits se sont mis à la poubelle. Parce qu'après cette défaite, tout le monde s'en fout. Et comme si ça suffisait pas, je vous ai pas dit mes chers amis catch addicts, mais ce match était un match sponsorisé. Un match sponsorisé par ni plus ni moins que Pizza Hut. Et on aura même droit à un Xavier Woods qui s'est reconverti en livreur de pizza, qui va nous livrer quelques pizzas au niveau de la table des commentateurs. Et Corey Graves et Michael Cole vont se faire plaisir. Après 2 matchs qui sont principalement tournés autour du roster masculin, et bah il serait peut-être temps mes chers amis catch addicts de s'intéresser au roster féminin. Parce que oui, avec 5 matchs annoncés dont un du côté du roster féminin, et bah c'est parti, match triple menace opposant la championne Io Sky contre Charlotte Flair contre Asuka. Et dès le début du combat, Asuka va commencer très fort en crachant son Poison Mist sur Charlotte Flair. Ce qui fait que Charlotte Flair a les yeux qui lui brûlent, donc intervention des médecins, tout ça. Donc ce qui fait que pendant que Charlotte Flair est à l'extérieur, toute action va être portée par Asuka et Io Sky. Donc ce qui fait que pendant quelques minutes, on a droit à un excellent combat entre les deux catcheuses. Mais au bout de quelques minutes, Charlotte Flair va revenir dans la partie et montrer à ses adversaires que c'est elle la plus dangereuse des 3. Parce que tout va tourner autour de Charlotte Flair, c'est elle qui va dominer une bonne partie du combat. Tellement elle va dominer le combat, c'est qu'à un moment donné, Io Sky et Asuka vont vouloir s'associer pour en venir à bout. Sauf que voilà, Charlotte Flair c'est Charlotte Flair, elle en a rien à cirer que Asuka et Io Sky décident de s'associer. Donc elle va réussir à maîtriser les deux. Donc sans aucune surprise, nous avons droit à un très bon combat entre les 3 catcheuses. Et ce qui va finir par arriva. Car bien que Io Sky lui ait interdit d'intervenir dans ce combat, Bayley va arriver. Une Bayley qui va vouloir dans un premier temps encourager Io Sky. Mais là je suis quand même obligé de péter une énorme gueulante. Car au moment où Charlotte Flair porte sa prise en 8 sur Asuka et laissant supposer que ça y est c'est la fin du combat, Charlotte Flair va remporter le combat et devenir pour la 15e fois de sa carrière championne du monde, et ben on va avoir Bayley qui va vouloir intervenir pour casser la prise, sauf que non, l'arbitre va l'empêcher d'intervenir car pour lui c'est interdit. Et non mais sérieux, WWE, faudrait peut-être redonner une formation à votre corps arbitral, parce que là c'est pas possible. Depuis quand les interventions sont interdites dans des matchs triple menace? Des matchs qui, pour rappel, il n'y a pas de disqualification. Sachant qu'en plus, dès le début du combat, l'arbitre a vu Asuka utiliser son Poison Mist, qui est interdit dans un match avec des règles. Sauf que là, il n'y a pas de règles, donc Poison Mist est autorisé. Donc en quoi une intervention de Bayley est interdite? Donc je vais me calmer un petit peu parce que quand même, bien que Bayley n'ait pas le droit d'intervenir selon l'arbitre va être distrait et ne verra pas que Asuka a abandonné entre deux. Donc tout ça va représenter une opportunité à Io Sky qui va porter son moonsault pour le compte de 3. Et en plus, ça va pas faire le tomber sur n'importe qui, elle va faire le tomber sur Charlotte Flair pour montrer que c'était la championne et envoyer un message à l'intégralité du roster féminin de SmackDown.
Donc une victoire qui fait plaisir pour Yoskai, et il semble qu'il y ait dissension au sein de Damage Control, parce qu'elle a même dit elle aime Damage Control. Et pour ceux qui s'attendaient à une arrivée de Jake Cargill du côté de Fashion, et bah vous pouvez toujours rêver, bien qu'on ait vu arriver lors du kick-off, et selon les médias américains, on s'attendait à un segment concernant Jake Cargill. Et bah ce fameux segment, c'est tout simplement une poignée de main avec Triple H. Et bah il faudra attendre pour les débuts de Jake Cargill. Et avant de passer au prochain combat, on va accueillir Pat McAfee. Un Pat McAfee qui arbore une ceinture personnalisée aux couleurs de l'équipe de football américain d'Indianapolis. Mais surtout un Pat McAfee qui va nous introduire John Cena et LA Knight pour leur combat face à la Bloodline. Donc à ce combat, je suis obligé d'en parler en deux parties. Avec une première partie que je trouve assez décevant, je ne vous cache pas, car pendant 10 à 15 minutes, on a littéralement affaire à un John Cena qui va se faire marcher dessus par la Bloodline, et bien qu'il va vouloir à plusieurs reprises revenir dans le combat, il va se faire à nouveau démolir par Solo Sikoa et Jimmy Uso. Et on sait tous pourquoi John Cena est en train de se faire démolir la gueule pendant 10-15 minutes. Et bah c'est pour donner du momentum à LA Knight. Et bah ça va arriver, parce que la deuxième partie, LA Knight va rentrer dans le ring et le public de Fastlane est chaud comme un braise. Tellement chaud comme un braise qu'à chaque fois que LA Knight va porter des prises, le public va scander yeah. Ah, carrément, on est dans du LA Knight moment. Et sans aucune surprise, c'est LA Knight qui va remporter le combat pour son équipe. Un LA Knight qui va même faire le tomber sur Jimmy Uso. Donc voilà, c'était un match couru d'avance, on savait très bien le résultat. LA Knight qui allait donner la victoire à son équipe. Parce que clairement, le projet LA Knight est officiellement lancé. Et LA Knight va également nous surprendre ce soir. Et LA Knight va même nous surprendre du côté de Fastlane, car John Cena s'apprête à lui lever les bras pour montrer son respect. Et bah non, LA Knight va refuser que ce soit John Cena qui lui lève le bras, car ça va être inverse, c'est LA Knight qui va lever le bras de John Cena pour lui montrer son respect. Donc belle marque de respect de LA Knight envers John Cena. Mais concernant le combat, je suis assez curieux d'être la semaine prochaine du côté SmackDown, car avec l'annonce du retour de Roman Reigns la semaine prochaine, sachant qu'en plus c'est Jimmy Uso qui a pris de tomber, et pour rappel, depuis quelques semaines, Jimmy Uso se sent pupissé à quel point qu'il se revendique d'être chef tribal par intérim, donc je suis assez curieux de voir la réaction de Roman Reigns déjà d'une par rapport à cette défaite du côté de Fastlane, et surtout sa réaction envers Jimmy Uso par rapport d'une à son comportement, et aussi le fait que c'est lui qui a pris de tomber pour son équipe, donc vivement la semaine prochaine. Mais avant de passer au main event qui va opposer Shinsuke Nakamura et Seth Rollins pour le titre World Heavyweight, et ben on va se retrouver dans les coulisses avec le Judgment Day et surtout avec un Damien Priest assez énervé d'avoir perdu les titres tag team aux côtés de Finn Balor contre Cody Rhodes et Jey Uso un peu plus tôt dans la soirée. Tellement Damien Priest y est énervé, il a envie de cash in sa maillette ce soir lors du main event. Sauf que voilà, les membres du Judgment Day lui disent clairement que vu son état, c'est du suicide et que s'il veut tenter de cash in sa maillette ce soir, et bah son cash in est un échec. Et il faudra l'intervention de la leaduse du Judgment Day, Rhea Ripley. Parce que là c'est clair et net, à partir de cette vidéo, je vais appeler Rhea Ripley la leaduse du Judgment Day. Et en tant que leaduse du Judgment Day, cette dernière va interdire Damien Priest de cash in sa maillette. Et pour être sûr à 100% que Damien Priest ne tente de cash in sa maillette ce soir à Fastlane, bah Rhea Ripley va prendre la décision de lui confisquer la maillette. Ah là Damien Priest, tu viens de te faire confisquer ta maillette. C'est vraiment pas ouf pour toi. Donc au moins une chose est sûre, que ce soit Shinsuke Nakamura ou Seth Rollins qui remporte le main event, et bah il est garanti de ne pas subir un cash in après le combat. Et bah il est temps maintenant mes chers amis catch addicts pour le main event de Fastlane, Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins dans un last man standing match. Et putain quel last man standing match incroyable, car nous avons droit à un match de plus d'une trentaine de minutes entre les deux catcheurs. Et c'est vrai que pour beaucoup 30 minutes de combat entre les deux c'est très long. Mais pour moi ça me dérange pas puisqu'il y a quand même une stipulation qui est ni plus ni moins qu'un last man standing match. Et surtout qu'on a l'habitude de voir des last man standing match assez longs. C'est vrai que de voir des last man standing match de 10 minutes ça ressemble plutôt à un squash match. Et donc sans aucune surprise nous avons droit à un Shinsuke Nakamura qui ne va pas hésiter une seule seconde à s'en prendre au dos de Seth Rollins de différentes manières.
que ce soit avec des prises ou encore l'utilisation des armes qui, pour rappel, dans un Last Man Standing match sont parfaitement légales. Et d'ailleurs, Shinsuke Nakamura va faire une petite référence au Japon en utilisant un Munchaku, ça fait plaisir. Et de l'autre côté, on a affaire à un Seth Rollins qui est Seth Rollins, c'est-à-dire un champion combatif qui va surmonter sa douleur pour venir à bout de Shinsuke Nakamura. Et surtout pour montrer à sa fille qu'elle peut être fière de son père. Et là je vais parler d'une petite séquence que je n'ai pas du tout kiffé, car sans aucune surprise ce match va s'extérioriser et va se dérouler à l'extérieur du ring. Et là je sais pas si les caméramans étaient juste bourrés ou quoi. Là on va avoir un moment où ces derniers vont filmer une zone où nous avons un matelas. Donc on laisse supposer qu'on va avoir une séquence tout à fait incroyable entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Et ben on va y avoir cette séquence puisque Shinsuke Nakamura va balancer Seth Rollins du haut des escaliers. Donc tout ça c'était dans le but quand même de sécuriser Seth Rollins. Sauf que non seulement ils ont filmé le matelas, mais c'est surtout qu'ils ont filmé la séquence où Seth Rollins est tombé sur ce matelas. Donc ce qui fait que techniquement Seth Rollins est censé retomber par terre sur le dos plus précisément. Sauf que non, il est tombé sur le matelas donc on n'y croit absolument pas à cette chute de Seth Rollins. Donc ok, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires, faut assurer la sécurité de Seth Rollins. Oui, je suis d'accord, mais il faut quand même que les caméramans fassent leur boulot. Ah là, clairement, ils n'ont pas fait ce boulot. Mais bon, je vais me calmer un peu, je vais continuer sur le combat. Et à un moment donné, Shinsuke Nakamura va faire une petite dédicace à Asuka, car il va également utiliser le Poison Mist sur Seth Rollins. Et là, ce Poison Mist, je l'ai trouvé excellent, car ce mist a une couleur assez particulière qui est la couleur rouge sang. Donc bien que ce soit de la peinture, t'as vraiment l'impression que c'est du vrai sang et que ça donne vraiment un aspect beaucoup plus violent à ce combat. En voyant Shinsuke Nakamura avec la bouche en sang ou encore Seth Rollins avec le visage totalement rempli de peinture, là t'as vraiment l'impression qu'on vient de passer un nouveau palier dans ce combat. Et après ça, on va passer à la fin du combat que beaucoup trouvent étrange. Moi personnellement, je trouve pas du tout étrange cette fin de match, puisque Seth Rollins va porter un Fakanewo sur Shinsuke Nakamura et les deux vont passer à travers une table. Et on va passer sur une séquence digne des plus grands mangas, puisque les deux catcheurs vont se retrouver par terre et l'arbitre va commencer à compter. Sauf que malheureusement pour Seth Rollins, c'est Shinsuke Nakamura qui commence à se relever en premier. Sauf que voilà, Shinsuke Nakamura il est à bout de force et va immédiatement s'écrouler. Donc ce qui fait que Seth Rollins va parvenir à se relever au compte de 9 de l'arbitre. Et il va ainsi conserver son titre de champion du monde poids lourd. Donc une belle victoire pour Seth Rollins qui a surmonté la douleur et parvenu à vaincre Shinsuke Nakamura. Et que suite à cette victoire, il va pouvoir se diriger vers de nouvelles rivalités. Mais concernant Shinsuke Nakamura, mes chers amis catchadites, c'est vrai que j'attendais pourquoi pas un Shinsuke Nakamura nouveau champion du monde poids lourd du côté Fastlane. Clairement, nous avons droit au meilleur Shinsuke Nakamura qu'on n'a jamais vu à la WWE. Et c'est vrai que cette défaite me fait un petit peu peur car j'ai pas envie de voir Shinsuke Nakamura rediriger du côté de la mid-card et être jeté carrément aux oubliettes. Donc j'ai une petite espoir de voir Shinsuke Nakamura, pourquoi pas se diriger vers la mid-card et peut-être pourquoi pas une rivalité face à Gunther. Et c'est donc sur un Fastlane plutôt correct que se termine cette vidéo, mais là je vais m'arrêter quelques secondes pour vous parler d'une petite dinguerie, car si vous suivez la page Catch News, vous devez savoir que ces derniers ont mis un petit concept assez sympa, c'est-à-dire laisser la possibilité aux fans de parler sur leur site. Donc en gros ils racontent leur expérience en tant que catch addict. Et bah je vous informe que cette semaine c'est moi qui ai participé à cette expérience. Donc je vous laisse le lien en description et vous allez pouvoir découvrir mon expérience en tant que catch addict. Donc voilà, la petite page publicité est fermée. Donc si jamais vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Que pour le recensement sur YouTube ça fait énormément plaisir. Si bien sûr vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne sera ni plus ni moins que les résultats du WoW post-Fastlane. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.